C'est la dernière preview de ces quarts de finale de la Ligue des Champions. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Club des 5. Je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous. On va parler de Barça-Dortmund. On a parlé des trois premiers quarts, donc celui entre Arsenal et le Real, celui entre le Bayern et l'Inter, celui entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. Et donc, on s'attaque à Barça-Dortmund, le dernier quart de finale de cette Ligue des Champions. Un duel peut-être déséquilibré. On verra ça. On verra ça avec nos chroniqueurs du jour. Qui dit Barça dit Elton Mokolo. Salut Romain, salut Ça Yacine et salut à toutes les personnes qui vont regarder cette émission. Écoute, ça va très bien. Il est question de la Ligue des Champions, il est question du Barça, il est question du Borussia Dortmund. Donc on adore. Pendant quelques années, il est question de la Ligue des Champions, les questions du Barça, ça allait pas ensemble. Bah, tu fais bien de dire ça. Oui. 2 quarts de finale de suite pour le Barça. Ça fait Ça longtemps. faisait longtemps. Ça reprend petit à petit ses habitudes. Maintenant, il va falloir aller en demi-finale pour la première fois depuis 2019. Peut-être la première demi-finale depuis 6 ans pour le FC Barcelone. Yacine Avened, salut. Salut à tous. Ça va? Ça va, ça va. Ouais. Tant qu'on parle Ligue des Champions. T'aimes bien ce quart de finale là ou pas? Moi j'aime bien, ouais. Non mais moi je trouve que les quarts ils sont... Moi j'aime bien, je trouve que c'est super intéressant. Globalement le tableau global a été bien. Ouais. C'est vrai qu'il y a des enseignements intéressants pour chaque double confrontation, donc c'est ça qui va être bien. J'espère que vous allez bien les socios, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, ceux qui sont avec nous sur YouTube, vous connaissez la manip, ça doit être un réflexe pour que les vidéos du Club des 5 soient proposées à des gens qui ne nous connaissent pas. On sait qu'on a une forte commu barcelonaise qui est là et qui voit dès qu'il y a la petite photo soit de Yamal, soit de Pedri, soit de Rafinha, soit d'Hansi Flick qui vient directement sur les vidéos. On est heureux que vous soyez avec nous, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus et à parler du Club des 5 à ceux qui ne nous connaissent pas. Et si vous ne nous connaissez pas et que vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Club des 5. Je passe le bonjour aussi à tous ceux qui sont en podcast. Merci à tous ceux qui nous écoutent en podcast, que ce soit dans les transports, dans la voiture, en train de courir. Chacun a son petit rituel. N'hésitez pas à venir commenter si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec les analyses de nos chroniqueurs. Vous venez commenter soit sur votre plateforme, si les commentaires ils sont ouverts, soit directement sous la vidéo YouTube. On va pouvoir débattre ensemble sous la vidéo avec la commu du Club des 5. On parle de ce match, donc cette double confrontation entre le Barça et le Borussia Dortmund avec cette première question. Tu parlais tout à l'heure, Yacine, des affiches toutes intéressantes. Est-ce qu'on n'est pas là devant le duel le plus déséquilibré du plateau ? Sur les formes actuelles et sur la force de la saison, évidemment. Maintenant, la Ligue des Champions nous a quand même appris beaucoup de choses par le passé, et notamment que l'histoire des clubs, ça compte, et que des fois, il y a certains clubs qui sont capables de sortir des gros matchs dans des moments importants. Voilà, on a déjà parlé dans d'autres vidéos du fameux Villarreal-Bayern, où on avait l'impression que c'était déséquilibré et finalement Villarreal était passé. Voilà, l'histoire de la Ligue des Champions, c'est spécial. Maintenant, évidemment que quand on analyse la saison, les forces en présence, les certitudes de chacun, les changements de coach à Dortmund, etc., oui, on est sûrement sur le plus déséquilibré. On va en parler des forces du Barça, des faiblesses potentiellement de Dortmund, mais en duel déséquilibré, l'année dernière, en demi-finale de Ligue des Champions, il y avait un duel qui était prétendu comme étant déséquilibré. C'est celui entre le PSG et Dortmund, et finalement, Dortmund s'en sont sortis. Au final, c'est ce qui fait la force de ce club, cette capacité à arriver masquée, parce qu'il faut se souvenir qu'avant le PSG, il y avait aussi la double confrontation contre Atlético, où déjà, on parlait d'un momentum en faveur de l'Atlético qui venait de sortir l'Inter. On se disait, ils viennent de faire le plus dur en sortant l'Inter. Il faut se souvenir qu'au match aller, ils sont largement supérieurs au Borussia Dortmund, mais il y a un craquage au match retour qui profite à Dortmund. Et en demi-finale, l'histoire, on la connaît. Donc, oui, en fait, tout le monde avait fait le plus dur avant Dortmund, mais finalement, personne n'est passé. Exactement, ouais. Ça, c'est l'histoire de la Ligue des Champions 2023-2024, sauf le Real Madrid qui a réussi à battre le Borussia Dortmund. Donc, c'est vrai qu'on serait tenté de se dire qu'effectivement, c'est le tirage au sort le plus déséquilibré, parce qu'il y a des gens qui regarderont PSG Aston Villa, mais Aston Villa a quand même fait top 8 sur la phase régulière. Le Borussia Dortmund, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes parce que déjà, par rapport au match de phase régulière où les deux formations se sont affrontées, l'entraîneur, il a changé du côté de Borussia Dortmund. Dortmund se traîne en milieu de classement de Bundesliga. Dortmund est à 7 points, si je ne dis pas de bêtises, de la Ligue des Champions. Et Dortmund, par rapport au Barça, qui n'a pas perdu un match en 2025, avance clairement comme l'outsider. Maintenant, comme l'a dit Yacine,
la Ligue des Champions nous a réservé beaucoup de surprises. Il y a un aspect, avant de parler des forces footballistiques, il y a un aspect mental avec cette équipe-là de Dortmund, avec un retour au Signal Iduna Park, avec donc le mur jaune, etc. Je dis ça parce que quand ça affronte avec le Français, on le met en exergue et on en parle énormément. Alors je me dis aussi que quand ça affronte n'importe quel club, on devrait aussi en parler. Est-ce que cet aspect mental-là peut essayer de faire changer la double confrontation? Oui, bien sûr. Après, c'est toujours pareil, c'est que en fonction de ce qui va se passer au match aller. Si tu as fait un résultat où tu es encore en vie au match aller, bien sûr que ça a un impact. Et encore une fois, quand on parle de ça, c'est pas un impact contre le Barça, c'est un impact pour... En fait, il y a eu des époques avant où le public pouvait jouer un peu les deux, c'est-à-dire que et pour l'équipe adverse contre, parce que c'était très tendu. Aujourd'hui, dans les stades, il y a quand même plus trop de violence envers les joueurs, etc. Donc, c'est plus pour pousser l'équipe qui est à domicile. Mais bien sûr que ça mais quoi qu'il arrive, aujourd'hui, le dire, c'est juste logique par rapport à l'ambiance qu'il y a à Dortmund, par rapport à l'histoire du club. Maintenant, ça dépendra quand même du match aller. Si tu perds 1-0 ou si tu perds 3-0, c'est déjà plus la même ambiance au match retour. Alors, j'aimerais qu'on s'attarde d'abord sur le Barça. Après, on parlera de Dortmund et puis on fera la partie prono. Pour le Barça, il y a énormément d'angles collectifs, des angles de joueurs également. On a beaucoup parlé de Lamine Yamal, on a beaucoup parlé de Rafinha. Mais il y a un mec qui, en ce moment, survole et vole au-dessus du foot européen. C'est Pedri. Est-ce que, voilà, malgré le fait que Rafinha soit le meilleur buteur de la Ligue des Champions, malgré le fait que le crack mondial, ça soit Lamine Yamal, le joueur le plus essentiel du Barça, c'est Pedri. 11 derniers matchs de Liga, Pedri a été nommé à 8 reprises homme du match. Alors qu'il a dû marquer peut-être une fois. C'est ça. Il a dû faire peut-être une passe dès là-dedans. Et donc, à un côté, il y a des mecs qui ont mis des doublés, des triplés, etc. Sans nécessairement, et à chaque fois... sans nécessairement, tu l'as dit, être buteur, sans nécessairement être passeur décisif. Donc ça démontre bien son influence dans le jeu du Barça, son emprise dans le jeu du Barça, à savoir qu'aujourd'hui, c'est clairement le milieu le plus dominant de la planète, et on peut même enlever milieu dominant. Aujourd'hui, il fait partie de la discussion pour être le joueur le plus dominant de la planète, parce qu'on doit le présenter comme ça, parce que quand on parle du Barça, une équipe qui est invincible en 2025, et que spontanément, les adversaires, l'entraîneur Hansi Flick, et même ses coéquipiers, j'ai encore vu cet après-midi Rafinha en parler, mettre en avant spontanément le nom de Pedri, ça devine quand même une certaine influence et un certain regard par rapport aux performances de Pedri, qui, je dirais pas qu'il est dans la forme de sa vie, parce qu'il faut quand même contextualiser. Il n'a que 22 ans. Il n'a que 22 ans, mais aujourd'hui, c'est un joueur qui est dans une grande forme et qui, à chaque match, il laisse une influence positive sur la rencontre. Ce qui est fou, bon, on n'est pas forcément étonné parce qu'on a déjà vu Pedri à un tel niveau. Là où on est peut-être un peu plus surpris, c'est dans le fait qu'il il arrive à enchaîner les matchs, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et surtout, c'est que quel que soit le type de contexte que mettent les équipes adverses, il arrive à s'en sortir, à se débatouiller et à devenir le joueur le plus influent de cette équipe-là. Ouais, parce que pour plusieurs raisons, déjà sa qualité intrinsèque, c'est-à-dire qu'il est capable de s'adapter à beaucoup de choses, notamment à l'environnement adverse. Ça fait partie du fameux QI foot. Mais aussi parce que c'est toujours là, on parle souvent du rapport avec le coach. Et ce rapport-là, avec les clés qui lui ont été données, l'importance qu'il lui a donnée dans le milieu de terrain, ajouté aux qualités de Pedri, ça donne ce qu'on voit en ce moment. Et effectivement, c'est... après, c'est particulier parce qu'au Barça, on a souvent eu des joueurs au milieu qui étaient un peu... les pièces maîtresses du jeu, de tout ce qui se passait, notamment par exemple avec Xavi Hernandez, qu'on appelait le cerveau de l'équipe. C'est souvent quand même à cet endroit-là du Barça qui se passe des choses, mais avec les forces offensives qu'il y a aujourd'hui, c'est vrai que tirer son épingle du jeu comme il fait, c'est très fort. Maintenant, il y a ce que lui donne le coach et il y a ce que lui est capable de faire. Et encore une fois, moi je reviens à ce que lui est capable de faire. Et on l'a vu faire plein de choses par le passé. Alors, comme tu l'as dit, coupé malheureusement par des blessures. Mais il a une telle intelligence dans son jeu, dans ses déplacements, dans la compréhension de ce qui se passe sur le terrain, que c'est presque dommage de ce que je vais dire, mais on n'est même pas surpris en fait par ce qui arrive. On est juste surpris, comme tu le dis, de le voir enchaîner enfin des matchs athlétiquement. Mais on n'est pas surpris parce qu'en fait, ce qu'on voyait de lui... c'était déjà ça, c'est-à-dire que cette intelligence de jeu, de déplacement, de lecture du jeu et de lecture des adversaires, mais de ses partenaires aussi,
voilà, c'est un joueur qui s'est quand même adapté à plein de profils, que ce soit en sélection ou au Barça. Voilà, c'est la force d'un joueur qui a été formé avec une vraie intelligence de jeu, avec un vrai développement, avec une culture foot et pas juste des qualités techniques et après, en gros, débrouille-toi, quoi. Elton, si on analyse véritablement la manière dont il impacte l'équipe sur le terrain, comment il fait? Est-ce que c'est via sa créativité? Est-ce que c'est via son placement et donc trouver la zone à chaque fois où il peut être efficient quand il reçoit le ballon? Est-ce que c'est simplement sa qualité technique qui fait qu'il arrive à se dépatouiller de n'importe quel type de pressing que peut lui mettre en place une équipe adverse? Comment tu arrives à analyser le fait qu'il arrive à être important? C'est une combinaison de plusieurs facteurs parce que déjà, quand Hansi Flick est arrivé du côté du FC Barcelone, on avait une interrogation sur le rôle de Pedri parce qu'on savait que Hansi Flick, en général, c'est 4-2-3-1 et on avait dans l'idée que Pedri serait à la pointe, notamment de ce triangle. Et force est de constater que, notamment parce qu'il y avait un besoin au milieu de terrain, et aussi parce que Pedri, il n'y avait pas forcément besoin de le mettre dans un rôle bien spécifique, qu'il avait quand même il était à ce poste lors du dernier Euro, avec notamment De La Fuente. Donc, il a offert un contexte adéquat avec, dans un premier temps, Marc Bernal, qui derrière s'est blessé, ensuite Casado, ensuite Gavi, et enfin, là, de manière beaucoup plus durable, Frenkie de Jong, parce que l'idée, c'était de lui laisser beaucoup d'espace à l'intérieur d'un système qui est quand même bien rodé. Parce qu'on sait très bien que Pedri, il a une influence dans tous les secteurs du jeu. C'est-à-dire que pour se défaire du premier rideau, il peut être là. Pour donner la passe dans le dernier tir adverse, il peut être là. Pour finir lui-même, il peut être là. Et même d'une manière plus globale, pour apporter de la continuité au jeu. Et ça, c'est très important parce que Pedri, j'aime à le considérer comme un accélérateur de jeu. C'est-à-dire qu'il bonifie la possession de balle. Et ça, c'est un élément qui est très important pour le Barça dans le Cifique, qui te permet dans un premier temps de t'installer dans le camp adverse, ce qui est un prérequis, notamment pour attaquer, et ensuite pour contre-presser, parce que c'est quelque chose qui est très important dans le football densifique, cette capacité à contre-presser au retour. Et après, il ne faut pas oublier une donnée qui est très importante et qui, pour moi, est sous-estimée, la donnée physique dans le jeu de Pedri. Pedri, c'est un marathonien. Ça, il faut quand même le contextualiser. C'est du 12-13 km par match. Il faut quand même préciser que Pedri, c'est le joueur qui récupère le plus de ballons dans les 5 grands championnats en Europe. Alors que quand on le voit, on parle d'un joueur qui, a priori, il ne paye pas de mine, il est chétif. Mais précisément, par sa capacité à être intelligent sur les premiers mètres et aussi par sa capacité, justement, à pouvoir faire la course, et ben, c'est un joueur qui, aujourd'hui, domine plusieurs aspects de son jeu. Parce que là, on parle quand même d'une personnalité, ou plutôt d'un joueur qui entame qui en est à la fin quasiment de sa 5e saison au Barça. C'est colossal. Il n'a que 22 ans. Ouais, je suis perturbé parce qu'en fait, on m'a toujours expliqué qu'il fallait faire 1m85. J'étais sûr que ça allait partir là-dessus. C'est pour ça que j'ai pensé à toi. Mais c'est ça qui est intéressant, Yacine, c'est que Pedri répond présent dans des aspects où on ne l'attend peut-être pas. C'est que on se dit, c'est soyeux quand Pedri a le ballon. Quand le ballon est dans ses pieds, le ballon, on le remercie. Omar Da Fonseca, il parle à chaque fois dans des diatribes où il parle le ballon, le remercie d'être touché par Pedri. Mais il y a aussi tout cet aspect un peu sale boulot, donc les courses, les récupérations de balles, dont on n'imagine pas à la base qu'un joueur de son profil arrive à faire. Ouais, parce que nous, on est habitué à ce qu'on sépare les joueurs en deux parties, les joueurs techniques et les joueurs les besogneux. Or, il y a des clubs et il y a des pays du monde où on travaille les deux aspects liés. Il y a une chose, c'est que Pedri récupère des ballons, pas dans les duels, mais par sa lecture du jeu. Et en fait, c'est ça aussi que on a du mal à comprendre, c'est que nous, on voit les chiffres trop souvent dans le foot aujourd'hui. Il a récupéré 8 ballons, il gagne des duels. Mais en fait, c'est pas que ça le foot, c'est aussi sentir une passe, fermer le bon intervalle, se déplacer dans le bon tempo. Et c'est ce qu'il sait faire. Alors après, c'est pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est presque impressionné par ces statistiques athlétiques. Mais encore une fois, c'est parce que depuis une dizaine d'années, on est trop habitué à nous expliquer que le foot, c'est que des courses à haute intensité. Mais en fait, tu peux courir longtemps sans avoir une énorme intensité, mais si tu as une grosse activité et que tu compenses un peu, parce que malgré tout, il a des limites. Il a une limite athlétique en termes d'impact et il a une limite athlétique en termes de vitesse. Mais si tu sais faire d'autres choses plus vite, c'est-à-dire que penser le jeu plus vite, donner plus vite, voir plus vite, en fait, on s'en fout de ta vitesse de course. Aujourd'hui, on compense la vitesse de course parce qu'on parle de la vitesse de course parce qu'en fait, on a des joueurs qui sont limités dans le QE foot.
Donc, en fait, on va se servir de leur vitesse. Lui, il n'a pas besoin puisqu'il voit plus vite que les autres. Et c'était déjà la force, par exemple, de Xavi à son époque. Voilà, c'est des profils qui sont différents parce qu'on a arrêté de les limiter à quelque chose de... Bon, t'es un petit joueur, t'es technique, tu fais 1m70, donc on va te mettre dans le cœur du jeu, mais tu vas être plus là pour distribuer. Non, tu as le droit de faire autre chose. Et il le fait très bien. Bon, voilà pour Pedri, qui est peut-être le joueur le plus essentiel du FC Barcelone. On aura le temps de reparler de Yamal, de Rafinha, de Lewandowski, de tous ceux qui peuvent vraisemblablement aider cette équipe à gagner. On va terminer cette émission en parlant du Borussia, et puis après on passera au prono. Est-ce qu'il y a une seule raison d'espérer quand on est le Borussia Dortmund face à cette équipe-là? Parce que, tu le disais, Elton, cette équipe n'a rien à voir avec l'équipe qui a éliminé le Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière. N'a même rien à voir avec l'équipe qui a joué contre le Barça déjà en saison régulière. C'est une équipe qui a changé de coach, qui a très peu de valeur sûre. Peut-être Serhou Guirassy devant, mais sinon, à part ça... Qui est le meilleur buteur de la compétition. Sinon à part ça, c'est très compliqué de savoir sur quoi se baser. C'est une équipe en plein doute. Est-ce qu'il y a une raison d'espérer? Aujourd'hui, on a le sentiment que la montagne paraît insurmontable, mais on ne pourra pas enlever quelque chose au Borussia Dortmund en Ligue des Champions. C'est qu'ils n'ont jamais été ridicules et que le Signal Iduna Park reste un territoire hostile en Ligue des Champions. Je veux dire ça, par c'est là, pour le retour. Oui, je veux dire par là, en 2020, le PSG s'est pris les pieds dans le tapis là-bas. En 2021, à l'époque où il y avait encore le but à l'extérieur, Manchester City était virtuellement éliminé avant de s'imposer dans les dernières minutes via Phil Foden. En 2023, ils ont battu Chelsea. Et en 2024, on l'a vu avec le PSG, ils vont en finale. Donc, c'est aussi une capacité qu'a le Borussia Dortmund, notamment sur ces gros matchs, sur ces gros événements. Et d'ailleurs, c'est ce que reprochent beaucoup de fans, des supporters, beaucoup de fans du Borussia Dortmund. C'est cette capacité à se transcender dans les matchs extraordinaires, mais être complètement à la rue sur des matchs ordinaires. Et les matchs ordinaires, c'est ce qui te coûte notamment des points, des places pour aller notamment chercher la Bundesliga. Et par contre, en Ligue des Champions, là où la fenêtre d'exposition est beaucoup plus importante, là, on voit un Borussia Dortmund, et ça, c'est une qualité, qui a une capacité à se mettre à niveau. Il y a aussi un point qu'on doit relever, bon, pour le coup, il est vraiment frais, c'est qu'il y a une redistribution tactique de Kovac, qui est l'entraîneur maintenant de Borussia Dortmund. À l'époque, d'ailleurs, Kovac qui était... au Bayern, l'entraîneur Hansi Flick qui était l'adjoint avant qu'Hansi Flick prenne sa place. Donc ça, c'est l'histoire dans l'histoire. Il y a une redistribution tactique où pour mettre fin notamment à cette avalanche de buts encaissés, là, on est passé à 3 à l'occasion du match contre Mayence. On est revenu sur un système avec 2 attaquants et ça a été suivi d'effets positifs puisque tu as gagné contre Mayence qui est resté quand même sur 6 victoires de suite. Mayence qui était dans le top 4 en Bundesliga. Qui reste dans le top 4. Donc, la question fondamentale, est-ce que Kovac va s'appuyer notamment sur ce système qui est encore très récent à l'occasion d'un match contre le Barça et son potentiel offensif? Tout est ouvert. Mais maintenant, du côté du Borussia Dortmund, on peut légitimement penser qu'avec cette capacité à se mettre à hauteur de l'événement et aussi cette redistribution tactique, on peut avoir des arguments opposés. Et le troisième élément, c'est que ça peut jouer dans les deux sens. C'est que tu as déjà joué le Barça. Tu l'as déjà joué, le Barça. Tu sais déjà à quoi tu veux t'attendre. Donc la part, entre guillemets, parce que oui, évidemment, tu vois le Barça à la télé, ça, il n'y a pas de souci, mais la part, entre guillemets, de surprise, notamment sur le fait de découvrir ce Barça quand même, entre guillemets, new look avec Hansi Flick, n'existe pas, précisément parce que tu les as joués à la maison et que tu leur as posé beaucoup de problèmes. Il ne faut pas oublier que c'était une victoire 3-2 à l'arrache. Alors, je veux bien qu'ils savent à quoi ils s'attendent. Mais c'est bien de savoir, mais il faut savoir aussi comment contrecarrer ça. Est-ce que tu vois un élément dans cette équipe du Borussia Dortmund qui pourrait contrecarrer tous les éléments que le Barça a à lui mettre en face? Moi, je pense qu'il y a 2 éléments qui peuvent être un peu peut-être préjudiciables après pour le Barça. Évidemment, il y a l'efficacité offensive parce que malgré tout, même si le Barça marque beaucoup sur un match, sur des confrontations comme ça, on sait que la Ligue des Champions, c'est la compétition de l'efficacité. Donc, si t'es pas dans un bon jour, ça peut être un élément et là, ça sera. Alors, c'est pas pour Dortmund, mais c'est un peu sur le Barça. C'est-à-dire que s'ils trouvent pas la faille, voilà, parce que Dortmund va sûrement venir défendre. Autant on a vu des équipes allemandes souvent jouer. Bon, avec Kovac, je crois pas qu'au match aller, on va avoir une équipe qui va venir jouer. Et le deuxième élément, il est tactique, c'est que on l'a vu tout au long de la saison sur la façon de jouer leur jeu au Barça.
Et malgré tout, il y a eu des hauts et des bas. Il y a des matchs où ils l'ont très bien fait. Il y a des matchs où c'était limite. Malgré tout, cet aspect-là, ça peut être un aspect déterminant parce qu'avec Guirassy, parce qu'avec la force de transition de Dortmund. Ça peut être un risque. Ouais, parce que tu sais pas, tu vois, je veux dire, sur une transition à 0-0, tu la joues bien, le hors-jeu est mal joué ou à la limite, ça va au bout. Bah, ça peut faire basculer un match. Et encore une fois, ça veut pas, je suis pas en train de dire que Dortmund va éliminer le Barça ou quoi, puisque j'ai dit que c'est favori. J'ai dit que le Barça était largement favori. Mais malgré tout, je reviens à ce que j'ai dit sur la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est une compétition, on le redit tous les ans, mais c'est une compétition à part dans la concentration. Elton le disait, dans la façon aussi de se sublimer. Dortmund, on les a vus poser des problèmes à plein d'équipes, même quand ils étaient parfois moins bien en championnat. Et il y a deux éléments aujourd'hui qui rentrent en jeu. Moi, je redis, c'est l'efficacité offensive du Barça, parce que s'ils sont efficaces comme ils sont sur les dernières semaines, évidemment que ça risque de faire mal. Et il y a cet aspect tactique sur cette force qu'a Dortmund, pour ça dans son histoire, mais quoi qu'il arrive encore aujourd'hui, à jouer des transitions rapidement et à pouvoir mettre le Barça en difficulté sur sa façon de jouer leur jeu. Voilà, ça peut être deux éléments. Après, encore une fois, si je vais au bout du truc, je vois pas le. C'est très intéressant ce que dit Yacine, parce que l'une des équipes qui a le mieux lu le hors-jeu du Barça, c'est le Borussia Dortmund. Faut pas oublier que notamment le deuxième but du Borussia Dortmund naît d'une action où le Barça joue naturellement ce fameux hors-jeu de manière agressive, et Dortmund profite d'une course qui part de très loin pour justement faire la différence. Parce qu'ils avaient fait notamment une tactique, à savoir, à Guirassy, il joue le hors-jeu passif, et par contre, il sert de leurre pour que justement, il y a un copain qui attaque l'espace. Donc, je pense que Dortmund, par rapport à ce qui s'est passé au match aller, ils vont essayer de le répéter avec beaucoup plus de fréquence sur le match retour. Mais maintenant, entre vouloir faire et pouvoir faire, il y a un monde, parce que le Barça de novembre 2024 et pas celui d'avril 2025. Alors justement, on va terminer cette émission avec les pronos qu'on fait avec Winamax. On vous rappelle que jouer comporte des risques, c'est ce qui a marqué sur ce bandeau jaune qui est hyper important, que les paris sont réservés aux majeurs, à ceux qui ont plus de 18 ans. Donc si vous êtes mineur, vous ne pouvez pas vous inscrire sur des sites de paris, et c'est bien normal. On fait attention à l'argent que l'on mise, on fait attention aux mises que l'on met pour ne pas avoir de dépendance aux paris sportifs et pas se mettre dans des situations financières compliquées. Nous, on vous propose des cotes, on ne vous propose pas des montants, on vous propose des cotes sur ce match entre le Barça et le Borussia Dortmund. On va commencer par qui ? On va commencer par Yacine, tiens. Yacine, qu'est-ce que tu nous as mis déjà ? 2,5 buts. Ah ouais, le Barça qui l'emporte et plus de 2,5 buts dans le match. Ça peut être des buts du Barça ou des buts de Dortmund. Il faut qu'il y ait au moins 3 buts dans la rencontre. C'est coté à 2. Ouais, en fait, c'est tout ce que je viens de dire à la fin, vous oubliez. Non, parce que ça marchera aussi d'une avis d'une part que ce que tu as dit à la fin, donc c'est pour ça. Non, mais voilà, parce que malgré tout ce qu'on a dit sur les forces et les faiblesses des uns et des autres, je vois quand même le Barça s'imposer, et même le Barça s'imposer plutôt largement. Je trouve même que la cote, elle n'est pas hyper élevée, mais bon. Voilà, je vois le Barça quand même s'imposer largement. Et je vois quand même des buts dans ce match, donc qui est 3-0 ou 3-1 ou 4-1. Ou 2-1 même. Ou 2-1. 2-1, voilà. Ça passe aussi. Mais moi, je serais plus sur le 3 ou 4-1. Mais bon. Voilà, c'est mon explication. Le Barça avec plus de 2,5 buts dans le match. Elton, toi et moi, on est en désaccord. Puisque toi, tu vois le Barça et les deux équipes qui marquent. Le Barça et les deux équipes qui marquent, c'est à 2,35. Oui, parce que je me suis... Ça, c'est à l'aller, c'est seulement à l'aller. C'est au match aller, parce que je me suis inspiré notamment de ce qu'a fait le Barça cette saison en Ligue des Champions à domicile. Et sur 3 matchs, ils ont pris des buts, c'est-à-dire contre l'Atalanta, contre Benfica et enfin contre le Bayern. Et je me dis que le Barça va gagner pour moi, le match aller, et par contre, Dortmund va mettre au moins un but. Bon, donc Barça et les deux équipes qui marquent. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Et donc, je vous ai proposé le même pari que j'ai fait avec le PSG hier face à Aston Villa. 1-0, 2-0 ou 3-0 Barça. Ouais, pour moi, ça fait pas un pli. C'est coté à 3,15. Ça fait pas un pli. Le Barça va pas être mis en difficulté, en tout cas à l'aller, par cette équipe du Borussia Dortmund. S'il y a 1-0, il y aura quelque chose à faire pour Dortmund au retour. Ça sera déjà limite un bon résultat. S'il y a 2-0 ou 3-0, ça va devenir un peu plus compliqué. Voilà, ça va devenir un peu plus compliqué pour le Borussia. Mais franchement, je vois le Barça facile. Ils sont trop forts par rapport à Dortmund. Pour moi, il n'y a pas trop de matchs. Voilà pour cette preview qui était donc la 4e et la dernière de ces quarts de finale. Merci à tous ceux
qui ont suivi cette mini-série, de preview. On a donc commencé par Arsenal-Real, on a fait ensuite Bayern-Inter, PSG-Aston Villa et maintenant Barça-Borussia Dortmund. Vous avez toutes les clés pour ces quarts de finale de la Ligue des Champions. Nous, avec le Club des 5, on va revenir pendant ces quarts de finale. On va débriefer au minimum celui du Paris Saint-Germain face à Aston Villa, l'aller et le retour. On verra si on en fera d'autres également. Ça va être en fonction des scénarios des matchs, savoir si ça se passe bien pour des équipes qui sont pas trop favorites à la base, si ça se passe mal pour des équipes qui sont favorites à la base. On viendra pour débriefer ça. J'aimerais vous remercier les socios d'avoir été avec nous. Merci à tous nos partenaires. Merci à vous de nous donner de la force grâce à vos pouces bleus, grâce à vos abonnements, grâce à vos commentaires. Ça crée du flux autour du Club des 5 et ça nous aide énormément, nous, à développer ce qu'on a envie de développer, notamment les interviews de joueurs. On en a des plutôt pas mal qui arrivent dans les prochains jours. Qui vont être, ça va être bien. Ça va être bien. Merci Elton. Merci Yacine. Merci à Amaury Cotin qui a préparé et réalisé toutes ces previews. Et on vous donne rendez-vous très très vite sur la chaîne du Club des 5. Ciao tout le monde. Ciao. Salut.